le froid, la neige, la glace, le vent. Ces conditions difficiles qui règnent en montagne l'hiver, les animaux les subissent de plein fouet. La nourriture est rare, peu calorique, et quand nous, humains, nous rentrons nous mettre au chaud après une journée passée en montagne, la faune sauvage reste dehors et doit lutter contre des températures extrêmes. Les animaux fonctionnent au ralenti et ils économisent leur déplacement au maximum. C'est particulièrement le cas des galliformes de montagne que sont le lagopède et le grand tétras. Alors, quand nous nous déplaçons en montagne, en ski, en raquette, à pied, il faut au maximum éviter de les déranger et donc adopter des itinéraires qui tiennent compte de leur présence. On prépare toujours une randonnée à l'avance, mais quand on arrive dans le milieu naturel, il faut être capable d'identifier le milieu. Il va falloir éviter, tant que possible, les zones d'hivernage de toutes ces espèces. Donc on va privilégier les anciennes coulées de neige et d'avalanche, où il va y avoir des peuplements parsemés de petits pins, donc moins de risques, et on va éviter tout ce qui est lisière de forêt haute et les peuplements de forêt de gros arbres que l'on va trouver dans le dernier tiers de la forêt en partie haute. Et ça, il faut être capable, lors de sorties accompagnées, de l'expliquer aux gens et de leur faire comprendre où vivent les espèces, comment elles vivent et pourquoi il faut se déplacer ainsi. Donc sur les parties basses, en général, les parties basses en bordure du lac ou autre, quand la forêt est bien serrée, bien dense, vous n'allez pas le trouver là. Vous allez le trouver sur les parties en lisière que l'on peut apercevoir au-dessus. Donc toute la lisière du bois haute, et toutes ces chenilles de pins accrochés que l'on voit et qui montent sur les sommets. Alors, je ne sais pas si vous apercevez ici sur le mont Pélat, il y a toutes ces arêtes en chenilles où on va trouver des pins, des gros pins. Et là effectivement c'est des endroits qui sont très propices au grand tétras. Et en termes de dérangement, est-ce qu'il est fatigué, il est très fatigué de combien de pourcents quand il est dérangé une fois, deux fois, trois fois? Alors en termes de données chiffrées, moi à ma connaissance j'ai pas d'informations à ce sujet. Par contre la réalité c'est qu'en période hivernale, le coq se nourrit principalement d'aiguilles de pin, donc très faible valeur nutritive. Donc partant de ce principe là, c'est sûr que s'il est déjà rangé plusieurs fois dans la journée, alors je ne saurais pas dire si c'est au bout d'une fois, deux fois, trois fois, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui saurait affirmer quelque chose à ce sujet. Mais de manière générale, vu que ce qu'il ingère a une très faible valeur énergétique, le moindre dérangement peut être fatal pour lui. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Or quand on arrive en partie haute de forêt, en ce qui concerne le lagopède, pour se rendre sur un sommet, pour pallier au dérangement, on va éviter tout ce qui est pied de barre rocheuse, tous ces endroits bien vantés où on va pouvoir retrouver des graminées, où lui va pouvoir aller se nourrir. Et ensuite il faut éviter également, quand il y a de forts enneigements, quand il n'y a pas de vent et que tout est bien recouvert par le manteau neigeux, il va redescendre un peu en lisière de forêt. Alors même si ce n'est pas en lisière de forêt, il y a toujours un pin isolé, et là il va aller chercher de la nourriture au pied d'un pin. Ben alors à l'inverse du grand tétras qui lui se spécialise un peu plus dans les aiguilles de pin d'hiver, le lagopède lui il reste vraiment sur la strate herbacée, donc il va chercher, comme disait Didier, les endroits, donc les crêtes ventées où le vent a évacué la neige et où on se retrouve donc au sol. Et là en l'occurrence c'est le pied des arbres qui a tendance à déneiger plus rapidement, et donc au pied des arbres il va chercher la moindre parcelle de graminées, le moindre brin d'herbe qui a résisté. Alors quand on se promène dans ce milieu forestier où on peut trouver ces espèces, on va se rendre compte que si on essaie de déranger le grand tétras, ou si on essaie tout simplement de le voir pour le voir, le premier va avoir la chance de le voir, le deuxième peut-être qu'il aura la chance aussi, mais les autres derrière ne le verront pas. Pourquoi? Parce qu'il démarre très rapidement, il va piquer dans le milieu forestier et sa fuite va être très rapide. Donc on l'aura dérangé, pourquoi? Pour pas grand chose. Si on voit des traces et si on suit ces traces, on va permettre au renard, à un prédateur, de les suivre plus facilement, surtout si la neige est molle. Ça veut dire qu'on fait la trace, on la tasse, le renard il arrive derrière et durant la nuit, il va accéder au lieu de vie du grand tétras. C'est pour ça qu'il faut essayer toujours d'éviter de suivre ces traces de grand tétras, de lièvre ou de lagopède. Le lagopède et le grand tétras ont aussi la particularité de s'enfouir sous la neige.
S'il s'enfouit sous la neige, eh bien, le renard lui va être content, parce que si on arrive dans le milieu où il passe la nuit ou où il se réfugie, eh bien, le renard il n'a plus qu'à suivre nos traces, et quand il arrive dans ce milieu-là où il va revenir pour passer la nuit, eh bien, il va l'attraper facilement, donc il va se nourrir très facilement. Lors de nos sorties en raquette ou en ski de rando, nous pénétrons le domaine vital de la faune sauvage, à une période où celle-ci est fragilisée. Notre simple présence, lorsqu'elle est détectée, est source de stress pour la faune et entraîne généralement une fuite, un envol, consommatrice d'énergie. C'est la répétition de ce dérangement qui, à terme, fragilise les animaux, pouvant entraîner la mort ou avoir des répercussions sur la reproduction au printemps. Dans certains sites où le grand tétras était fortement dérangé, le parc national a mis en place des zones de quiétude à l'aide de rubalises. Le but était d'éviter de rentrer dans ce milieu naturel pour éviter de le déranger. Dans d'autres sites, comme la réserve naturelle du Néouviel, il a été recensé depuis 2005 en partie toutes les zones d'hivernage du grand tétras et les lieux où se trouvait le lagopède en hiver. Le but était de recenser tous ces milieux pour les faire apparaître sur une signalétique que l'on va pouvoir retrouver aux portes d'entrée de la réserve, les entrées principales, que ce soit Oredon, Loul, et aussi, surtout, les cols qui vont vous mener dans la réserve naturelle du Néouviel. On a défini ensuite des itinéraires qui sont en rose et qui permettent de se déplacer en toute simplicité d'un lieu à un autre, d'un refuge à un sommet ou à un col, en évitant justement tous ces milieux. Quand les conditions sont relativement bonnes, dans l'éventualité où le manteau neigeux ne le permet pas, où il y a des risques, effectivement, on peut se permettre de sortir pour la sécurité. Bien entendu, la fréquentation hivernale n'est pas la seule cause des dérangements de la faune de montagne. Cependant, avec la démocratisation des activités hivernales, la mauvaise connaissance des espèces et du milieu par les usagers peut avoir des répercussions négatives sur leur survie. Il est donc de notre responsabilité d'adapter un comportement adéquat et de sensibiliser les pratiquants à cette problématique.